De retour sur ce plateau, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour Niwod Soir sur Niwod Info en Luma Gloire Kemayou. Bonsoir, vous êtes également le bienvenu sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. Le président du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva, a entamé mercredi dernier une visite officielle en Chine pour renforcer les relations avec son premier partenaire commercial. Et au premier jour de ce déplacement officiel, le dirigeant a déclaré, je cite, « Le Brésil est de retour sur la scène internationale ». Fin de citation. Alors, Luma Gloire Kemayou, c'est une évidence, le pays marque son coming back sur l'échiquier international avec un Lula de nouveau président. Oui, non seulement il y a un retour, mais il y a surtout une réhabilitation presque du Brésil et de son président, Lula da Silva, qui avait été accusé d'un certain nombre de choses par son prédécesseur, qui a dû faire son chemin de croix et qui aujourd'hui revient sur la scène politique par la plus grande des portes, et surtout le Brésil qui se positionne par rapport à cette guerre économique froide entre les États-Unis et la Chine, en allant rendre visite à un pays membre des BRICS, la Chine, le principal pays leader des BRICS, et le principal pays également qui va avoir le plus gros taux de croissance de son économie dans le contexte de crise actuelle liée à la guerre de la Russie en Ukraine. Et il y a quand même un détail important, cette visite officielle doit durer 5 jours, c'est quand même rare pour une visite d'État. 5 jours, pourquoi? 5 jours pour affiner la stratégie par rapport Avec une forte délégation aussi qui accompagne Oui, le oui, parce président. que il faut voir le fait que la Chine aujourd'hui est devenue le point de croissance le plus important de l'économie mondiale. Ne pas travailler avec la Chine, c'est comme se priver de la coopération avec l'Afrique pour la plupart des grandes puissances. Mais la différence aujourd'hui entre la Chine et l'Afrique, c'est que la Chine est une puissance établie. Une puissance qui est la deuxième sur le plan économique, mais qui va très vite passer au premier rang. Et donc, ne pas récolter les fruits de cette croissance-là, c'est presque commettre une faute à la fois politique et économique dans son pays. Et donc, aucun pays n'est dupe par rapport à ça. Les États-Unis sont allés en Chine, la France est allée en Chine, le Brésil y va. La Russie y avait été à travers son président Vladimir Poutine. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait ce balai diplomatique qui se produise vis-à-vis de la Chine. C'est parce qu'elle est devenue aujourd'hui la plus grande économie du monde. Et justement, alors après l'isolement du Brésil sous le mandat de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, Lula da Silva a promis lui de remettre son pays au cœur de nouvelles géopolitiques mondiales. En quoi est-ce que la Chine, justement, précisément, va jouer un rôle important pour que le Brésil puisse mieux se repositionner? Étant donné que dans les pays des BRICS, la Chine est l'économie qui est la plus prometteuse, à la fois sur le plan des perspectives et sur le plan des résultats concrets aujourd'hui, la Chine est la plus grande économie des BRICS. Et tout le monde sait que le nouvel ordre économique mondial, que tout le monde appelle de ses voeux, va se faire à travers les pays des BRICS. Et donc, si le pays leader de ces groupes-là n'est pas considéré comme tel par les autres, il est difficile que les choses se fassent normalement. Il faut prendre le train à l'heure. Quand vous arrivez après l'heure, c'est dommage, mais vous devez attendre le prochain train. Et pour le moment, le train à prendre, c'est celui de la Chine. C'est pourquoi tous les leaders, y compris des leaders comme celui du Brésil, vont en Chine pour marquer à la fois, c'est pas qu'ils marquent leur loyauté vis-à-vis de la Chine, mais c'est qu'ils prennent date par rapport à l'avenir en se disant que le centre de gravité de l'économie mondiale va probablement se déplacer vers la Chine et qu'il ne faudra pas être en marge de ce centre de gravité. Il faudra faire corps avec lui en coopérant avec la Chine. Le principe, l'idée d'une dédollarisation de l'économie mondiale est en train de prendre de plus en plus corps. Oui, justement, c'est l'ambition nouvelle des BRICS qui marque donc son retour. Le BRICS, pour permettre à tous nos téléspectateurs de comprendre et d'être dans le sujet aussi, c'est cette plateforme-là des grandes puissances émergentes actuelles, le Brésil, l'Inde, la Chine, et il y a aussi l'Afrique du Sud. L'ambition, c'est d'avoir une Et la monnaie Russie, ne commune. l'oublions pas. Oui, la Russie, Oui. très important. Justement, l'ambition, c'est d'avoir une monnaie commune pour contrer le dollar. Le dollar, en quoi est-ce que quelle est sa portée? Le dollar était devenu l'étalon or
de la nouvelle économie, de Oui. l'économie mondialisée. C'est-à-dire que ça a d'abord été le pétrodollar, puisque c'est grâce aux pays du Golfe producteurs de pétrole que le dollar a pris un vrai essor quand le président américain Nixon a décidé qu'il n'y aurait plus de réserve d'or pour soutenir le dollar, mais que désormais c'est grâce au pétrole qu'on aurait ce soutien du dollar. Le dollar est devenu la monnaie internationale pour le commerce international en l'occurrence. Et donc aujourd'hui, certains pays contestent cette forme de domination que le dollar a sur le commerce international. Et cette contestation est allée de pair avec cette rivalité entre les États-Unis et la Russie, puis une rivalité beaucoup plus sourde encore entre la Chine et les États-Unis. Et donc, pour contrer cela et se dire qu'ils ne sont plus obligés d'utiliser les unités de transfert des banques occidentales qui sont toutes axées sur le dollar, la Russie et la Chine ont commencé à y travailler, ont été rejoints après par l'Arabie Saoudite. Il y a le Brésil qui également arrive dans le jeu. Et les pays des BRICS en général sont en train de réfléchir sur la possibilité d'émettre une monnaie qui sera la monnaie des pays des BRICS. Peut-être que ce sera une monnaie commune, peut-être que ce sera une monnaie unique. Pour le moment, la forme n'a pas encore été définie, mais ce qui est certain, c'est que la page du dollar ultra dominant est en train d'être progressivement tournée par les pays des BRICS. Alors les BRICS qui va donc peut-être porter la brésilienne, l'ex-présidente du Brésil, prochaine leader de la plateforme. Le Brésil veut également prendre la présidence du G20 l'année prochaine. Ce sont des opportunités pour le pays, diplomatiquement, économiquement. Oui, parce que le Brésil déjà a créé un fonds souverain, ce qui n'est pas rien pour un pays qui était pauvre il n'y a pas si longtemps, qui est sorti de la pauvreté pour devenir un pays émergent et qui a des programmes de développement, y compris pour des pays d'Afrique, et qui a créé à cet effet une banque de financement du développement des pays africains qui commence à avoir ses activités en concurrence avec beaucoup d'autres banques, notamment l'AFD, qui est la Banque de développement de la France, et beaucoup d'autres banques qui interviennent sur le continent africain. Donc, le Brésil se dote aujourd'hui de moyens qui lui permettront, sur la scène internationale, non seulement de ne pas être isolé, mais également d'aller faire la compétition avec les grandes puissances qui, jusqu'à présent, avaient presque le monopole de la coopération avec les pays les plus pauvres de la planète. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle d'entendre cela parce que ça élargit encore plus l'assiette de coopération pour les pays du monde. Et quand on voit comment, à la fois l'Europe et une partie des pays d'Amérique ont du mal à être indépendants vis-à-vis des décisions prises par les États-Unis, c'est une bonne chose de savoir que cette fronde-là, qui est saine, qui participe d'une émulation saine de l'économie et des relations internationales, pourra offrir des opportunités pour les différents pays. Outre les sujets économiques, l'Ukraine est aussi un sujet que les deux dirigeants abordent lors de leur rencontre, les dirigeants chinois et brésiliens. Que va proposer le Lula da Silva à Pékin sur ce dossier alors que son plan de paix a été déjà rejeté par Moscou et Kiev? Moi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de la Chine aujourd'hui à changer, à faire bouger les lignes sur la scène internationale. Pendant de nombreuses années, l'Arabie Saoudite et l'Iran, par exemple, étaient considérés comme irréconciliables. C'est grâce à la médiation chinoise que ces deux pays aujourd'hui peuvent se mettre ensemble. Pour le moment, on a l'impression que l'Ukraine et la Russie ne peuvent plus vivre ensemble, ne peuvent plus échanger de façon sereine. La Chine essaye de proposer quelque chose. Israël également participe de cette démarche-là, la Turquie participe. Je crois que l'apport d'un pays comme le Brésil ne pourra qu'être positif. Plus on rassemblera de bonnes énergies pour réconcilier ces pays-là, mieux cela vaudra. Mais je pense qu'il n'y a pas que ce volet qui rentre en ligne de compte parce que, mine de rien, la guerre entre la Russie et l'Ukraine détruit en quelque sorte l'économie russe, même si ça ne se ressent pas beaucoup. L'économie russe se porte plutôt bien malgré toutes les sanctions, mais il est certain que dans un contexte de paix, les résultats seraient nettement meilleurs pour la Russie qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc l'intérêt des BRICS, dont la Russie fait partie, ainsi que la Chine et le Brésil, leur intérêt, c'est que la Russie revienne sur la scène internationale dans le concert des nations et reprenne toute sa place au sein des BRICS et porte la dynamique de la croissance économique mondiale. Et le souhait du président brésilien, c'est de convaincre la Chine à accepter de jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que le Pékin peut accepter
jouer le Pékin, rôle? je crois que Pékin, de façon implicite et même explicite, est déjà en train de jouer ce rôle de médiateur. Mais au-delà du rôle du médiateur qu'il joue, Pékin se trouve aujourd'hui renforcé dans sa dynamique de domination parce que la Russie n'est plus un véritable concurrent. La Russie, comme la plupart des économies à la fois européennes et américaines, sont de nombreux clients, sont des clients qui doivent plus à la Chine qu'elle ne lui apporte. Et donc, à partir de là, c'est une position presque de croissance portée par le conflit que la Chine est en train de vivre aujourd'hui. Il y a des divergences actuelles entre la Chine et les États-Unis, notamment par rapport à Taïwan. Ce rapprochement Brésil et Chine, est-ce que le président peut vraiment concrétiser les choses sans vouloir brouiller réveiller des tensions avec les États-Unis? Les tensions avec les États-Unis, je pense qu'il y en aura toujours, parce que la diplomatie américaine est telle que les intérêts des Américains passent avant tout. Il y en a un qui l'a incarné avec beaucoup de brutalité, mais à sa façon, c'est le président Donald Trump qui a dit America First. Et même si les présidents américains ne l'expriment pas toujours, pour eux, la suprématie des États-Unis passe avant les autres considérations de relations bilatérales, cordiales ou pas cordiales. Donc, si on veut s'entendre avec les États-Unis, ça signifie qu'on doit faire plaisir aux États-Unis. Et ici, il n'est pas question de faire plaisir à un partenaire, c'est d'arriver à tirer son épingle du jeu. Et je crois que le Brésil l'a très bien compris. C'est pourquoi il mène... Le Brésil a donc des cartes à jouer du côté Le Brésil chinois. a sa carte à jouer, naturellement. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est de montrer que les pays qui ne sont pas alignés sur les États-Unis ne sont pas en marge de la marche du monde. Clairement, c'est ça l'objectif. Parce que quand on a essayé de marginaliser la Russie, en faisant que les sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne fonctionnent, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas partagé ce point de vue. Et ces pays qui n'ont pas partagé le point de vue, c'est à minima 2/3 de la population mondiale. Donc ce n'est pas rien. Et donc à partir du moment où vous êtes dans ce camp de 2/3 qui conteste la suprématie et la légitimité d'un camp qui est celui des États-Unis et de leurs alliés européens, il faut se compter, il faut se renforcer. Et c'est ce que font aujourd'hui les pays des BRICS à travers la Chine, autour de la Chine, et peut-être pourquoi pas avec le concours de la Russie également et du Brésil. Et dans le sens inverse, quels sont les intérêts pour Pékin de nouer de nouveaux partenariats avec le Brésil? Le sens, c'est de montrer qu'on est devenu suffisamment puissant pour ne pas dépendre uniquement d'un marché, fût-il le marché américain. Il y a beaucoup de dettes américaines vis-à-vis de la Chine. Donc les Chinois n'ont pas besoin que l'économie américaine s'effondre tout de suite, mais également de l'autre côté, il faut montrer qu'on peut se développer ailleurs qu'aux États-Unis, diversifier ses partenariats, diversifier ses sources de revenus sur le plan international ne peut que faire du bien. Et c'est ce que la Chine fait. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'isoler un peu plus Taïwan sur la scène internationale, parce que dans les années 90, par exemple, on avait à peu près 19 pays africains qui reconnaissaient l'indépendance de Taïwan. Mais au fur et à mesure du temps, entre 2009 et aujourd'hui, on a beaucoup moins de pays. Je pense qu'il n'y a que le Swaziland qui continue de reconnaître l'indépendance de Taïwan et que la plupart des pays africains qui l'avaient fait, jusqu'au Burkina Faso, ont refusé, ont retiré cette reconnaissance à Taïwan. Donc pour la Chine, arriver à faire que Taïwan soit isolé et soit considéré comme une 23e province de la Chine est très important. Et ça, c'est à travers la diplomatie qu'on le fait et parfois l'économie aide à cela aussi. Et cette réunification est-elle possible Elle est redoutée par beaucoup de gens parce que Taïwan a aujourd'hui une capacité, notamment dans la production des microprocesseurs, qui fait que pour l'Europe comme pour les États-Unis, celui qui aura Taïwan aura le futur de l'économie internationale. Ça fera basculer forcément le centre de gravité, non seulement en termes de volume d'argent partagé, mais de qualité technologique. Quand on voit que TikTok a posé des problèmes à l'Union européenne et aux États-Unis, on imagine ce que ce sera quand ces entreprises de microprocesseurs et d'autres produits des nouvelles technologies seront entre les mains de la Chine. Pour beaucoup de pays développés, notamment les États-Unis et les pays européens, c'est inenvisageable. Et donc c'est pour ça qu'il faut empêcher cette réunification. Mais pour la Chine, c'est quelque chose de non négociable dans le même temps. La Chine porte depuis quelques années ou promeut un projet ambitieux, les nouvelles routes de la soie. Des années plus tard, comment est-ce que les choses évoluent avec ce projet? Est-ce que la Chine, la mise en œuvre est effective?
Oui, la mise en œuvre, elle a commencé et elle prend plutôt un bon chemin puisque la plupart des pays se rallient aujourd'hui au discours de la Chine. Et je voudrais me spécialiser sur les pays africains et Oui, dire que vous justement. avez un pays comme l'Égypte, par exemple, qui est l'un des porte-étendards de cette route de la soie sur le continent africain. Il y a des Égyptiens qui ont été nommés, qui sont les ambassadeurs de ce projet sur le continent africain. Et beaucoup de pays africains estiment que au-delà du fait que cela permet de diversifier les partenariats, ça permet également à l'Afrique d'avoir par moment accès à certains fonds auxquels ils ne pouvaient pas prétendre dans les pays européens ou dans les pays américains en raison des conditionnalités qui sont fixées pour l'aide publique au développement. Et donc, cette nouvelle route de la soie, elle porte une philosophie, mais elle porte surtout une ambition qui est de plus en plus partagée à la fois par la Chine, mais également par leurs partenaires qui sont très nombreux sur le continent Et africain. l'Afrique aussi aujourd'hui promeut un esprit panafricain. L'Afrique promeut le panafricanisme, l'Afrique promeut notamment cette nouvelle zone de libre-échange économique continentale sur le continent, mais qu'est-ce qu'il y aura à échanger dans cette zone? C'est la grande Cette question question. que l'on se pose parce que l'Afrique est encore dans l'idée qu'il faut diversifier les partenariats, qu'il faut arriver à attirer les investissements directs étrangers. Mais tout cela se fait quand on est capable de traduire cela dans les faits et de ne pas être dans une Et justement, compétition comment est-ce que les États destructrice. africains peuvent aussi euh, tirer leur épingle du jeu? Aujourd'hui, il y a des La grandes transformation. mutations. Moi, je crois que la transformation, c'est quelque chose de capital. La diversification aussi. Beaucoup de nos pays ont encore basé leurs économies sur l'extraction des matières premières et leur vente à l'état brut. Ça n'apporte pas grand-chose au pays et surtout, les prix ne sont pas fixés sur le continent africain. Ce qui fait que c'est une économie de rente qui rend nos économies très extraverties. Nous dépendons, le moindre choc à l'international a une importance très grave. J'allais faire une tautologie, mais a une conséquence très grave sur les économies des pays africains parce que justement nos économies sont beaucoup trop extraverties. Il faudrait arriver à faire en sorte que sur le plan du développement, ils soient endogènes parce que les éléments de développement sont à l'intérieur du pays et que par moment, la variable d'ajustement, c'est l'extérieur. Mais quand l'intérieur devient une variable d'ajustement, comme c'est le cas pour les pays africains, à la fois en termes d'exposition au risque, mais également de barrières douanières qui ne sont pas assez importantes, de protection des producteurs nationaux qui n'est pas importante, de soutien aux producteurs et d'accompagnement aux industries qui ne sont pas Justement, il faut aller importants. vers l'industrialisation, les Voilà. transformations locales pour Oui, donner plus de valeur aux oui. produits made in Africa. Parce que quand un homme d'affaires, par exemple, africain, veut aller investir en Chine, est-ce qu'il peut compter sur l'appui de son gouvernement pour payer son billet d'avion, pour payer sa chambre d'hôtel et pour avoir des contacts sur place rapidement parce que le travail a déjà été fait antérieurement par les ambassades? Je n'en suis pas certain. Et c'est ce dont bénéficient, par exemple, des investisseurs venus d'Europe, venus d'Amérique du Nord ou de n'importe quelle autre partie du monde. Ils bénéficient à la fois d'un soutien sur le plan national qui est offert par leur pays, mais également d'un accompagnement à l'extérieur qui fait qu'ils ne sont pas seuls dans leurs aventures, ils sont solides. Et nos C'est une économies, nouvelle politique doivent aller les États africains. oui, je pense que les programmes d'ajustement structurel qui ont demandé que l'État se désengage au maximum de l'investissement n'ont pas fait que du bien à nos pays. Il faut que l'État arrive à s'engager dans certains secteurs, notamment celui de l'énergie. On parle beaucoup de partenariats publics-privés, mais il faut que ces partenariats publics-privés garantissent également à l'État la possibilité de fixer des prix planchers qui fassent que si des populations défavorisées n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas accès aux soins de santé primaires, que l'on puisse dire l'État prend sur lui de faire que ces couches défavorisées-là ne payent pas aussi cher que celles qui sont capables de payer 3, 4 fois plus, voire d'aller se faire soigner à l'extérieur. Et ça, c'est le rôle de l'État. Si l'État ne peut pas le faire, c'est une faute pratiquement pour lui. Et si les autres pays le font, les États-Unis soutiennent leurs agriculteurs, les États-Unis soutiennent leurs investisseurs, pourquoi nos États ne pourraient pas faire pareil? En Afrique, le secteur de l'agriculture aujourd'hui, on l'a, même si c'est prometteur et que les États s'en rendent compte, sur le terrain, les agriculteurs aujourd'hui favorisent encore les cultures de rente que les cultures de consommation. Mais comment changer, par exemple, ce paradigme-là? Pour aller aujourd'hui, l'ambition des États, c'est d'aller vers une autosuffisance alimentaire. Oui. Ben, c'est une ambition qui est portée depuis les années 80, c'est-à-dire que ce n'est pas une ambition qui est nouvelle, mais simplement, comme nos pays ont fait le choix de l'extraversion, on se retrouve dans des modèles qui sont presque paradoxaux. C'est-à-dire on veut à la fois
produire pour avoir des devises, mais en même temps, ces devises-là qu'on a du mal à avoir sur le marché international, parce que nos produits de rente, comme vous dites, se vendent mal en devises, nous sommes obligés d'utiliser les mêmes devises acquises difficilement pour acheter de la nourriture, pour acheter du riz en Asie, pour acheter du blé en Europe, pour acheter d'autres produits de consommation de luxe dont nous aurions pu nous passer ou que nous aurions pu, de l'argent que nous aurions pu investir dans la production de nos agriculteurs pour les mettre à l'abri des besoins comme le font les Européens à travers la politique agricole commune ou les États-Unis dans le soutien de leurs agriculteurs à eux. Donc je pense que là, il y a une vraie réflexion à faire pour que nos pays non seulement diversifient leurs économies en n'étant pas que dans l'extraction des matières premières ou la vente des produits de rente, mais également qu'on arrive à faire en sorte que les producteurs, qui sont la colonne vertébrale de cette agriculture-là et de cette économie, soient renforcés dans leur action et leur quotidien. Et quelles sont les offres du Brésil aujourd'hui au monde entier, notamment sur le continent africain, en termes d'économie et d'échange? Sur le plan, par exemple, de l'agriculture, le Brésil, l'agriculture et l'élevage, le Brésil a une expertise à faire valoir sur le plan des travaux publics également. Le Brésil a quelque chose à partager avec les pays africains. Quelques entreprises brésiliennes interviennent déjà. Elles sont en concurrence avec d'autres. C'est pas toujours connu. Par moments, elles sont alliées avec des entreprises italiennes qui ont également leurs intérêts au Brésil. Et ça fait que c'est souvent noyé dans le champ d'intervention des investisseurs directs étrangers globaux. Mais si on y regarde de plus près, le Brésil, à travers sa capacité à nourrir sa population, à exporter une grande partie de sa production, pourrait apporter beaucoup de choses aux pays africains, à la fois sur le terrain de la production, de la transformation et même de la formation, parce que c'est un aspect qui est souvent ignoré ou négligé par certains de nos pays. Et que peuvent espérer les Brésiliens de ce déplacement de leurs dirigeants en Chine? Je crois que le pays n'en sortira que vainqueur parce que on ne gagne jamais seul. Souvent, on dit si vous voulez aller vite, partez tout seul. Si vous voulez aller loin, il faut partir ensemble. Et c'est ce que le Brésil fait aujourd'hui en s'associant avec les autres pays des BRICS, en liant son destin avec celui des autres pays des BRICS. C'est aller plus loin, le plus loin possible, et pas juste faire un coup et être essoufflé la seconde d'après. Merci beaucoup, Louis Magloire Kemayou, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause pour une nouvelle édition du journal. Et juste derrière, ce sera le plateau de Regard Croisé.